La saison du Gémeaux 2021. Bonjour à tous. Bonjour Sophia, bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver pour parler des énergies de cette saison Gémeaux. Une saison intense qui verra les éclipses. Et puis, on va également parler de l'entrée de Jupiter en Poisson et de Mercure rétrograde. Un beau programme aujourd'hui. Mais avant, peut-être un mot, une idée sur le signe du Gémeaux. Hmm. Oui, alors, en fait, le Gémeaux, ça me fait toujours penser, et je l'ai déjà partagé avec vous très souvent, c'est toujours le mot pluralité. Euh, c'est peut-être parce que ma lune natale est en Gémeaux et en fait, ça me fait toujours penser à la multitude de choses que je peux apprendre pour me comprendre, pour essayer de comprendre aussi le monde. Et ça me fait penser à la diversité qui nous habite, que l'on soit ou non conscient de ça. Et pour moi, comme c'est ma lune, ça me nourrit cette pluralité, cette complexité. Mais je peux comprendre que pour d'autres, cette énergie Gémeaux puisse être très fatigante parce qu'elle nous dit qu'il y a toujours autre chose, un autre point de vue, une autre possibilité, et qu'en réalité, euh, rien ne peut jamais être complètement enfermé, qu'il y aura toujours des questions, de nouvelles questions, réponses, et que l'on peut, voilà, on peut diversifier tout tous les questionnements qu'on puisse avoir. Et c'est vrai que j'ai déjà peut-être dit aussi plusieurs fois, mais j'ai vraiment un mantra, une citation qui est pour moi super importante et qui m'accompagne chaque jour et qui est d'ailleurs une citation d'un écrivain qui lui-même est Gémeaux et qui a travaillé avec cette thématique du Gémeaux dans son travail d'écriture. C'est Fernando Pessoa, qui avait une multitude de hétéronymes, de personnages différents qu'il faisait parler dans son écriture. Et cette phrase, c'est sois pluriel comme l'univers. Donc, je sais bien qu'on ne peut pas enfermer toute la diversité du Gémeaux dans une seule phrase, mais peut-être que celle-là est pour moi déjà un début de quelque chose comme ça voilà, pour parler de l'énergie de l'archétype du Gémeaux. Pour moi, le Gémeaux m'évoque cette idée de mouvement et c'est un peu un tisseur, je dirais, le Gémeaux qui tisse avec les mots, avec les connexions qu'il lie. Et je trouve aussi que le glyphe du Gémeaux est intéressant parce qu'on évoque souvent le Gémeaux dans cette dimension d'horizontalité, hein, qui viendrait être un messager entre les uns et les autres, mais je trouve qu'il y a aussi cette dimension entre le ciel et la terre, non entre quelqu'un qui, au travers du langage, au travers des mots qu'il reçoit, et c'est peut-être ce que tu évoquais aussi, Sophia, c'est peut-être de cette pluralité, de cette ouverture aux autres et aux êtres qui lui permet finalement d'être toujours un peu avec une coupe vide, donc de pouvoir aussi se laisser remplir par des nouvelles expériences, des nouveaux points de vue, des nouveaux mots, et donc aussi à amener un sens différent, ou amener oui, une manière d'être au monde aussi qui vient peut-être nous sortir du signe qui est en face, du Sagittaire, qui lui va penser sa vie, son existence depuis le dogme et depuis le concept. Donc j'aime bien ce mouvement léger, mais qui peut être aussi très profond, en fait, finalement. Parce qu'il vient toujours aussi, je trouve, alors même si j'ai peu de Gémeaux dans mon thème, mais il y a aussi ce côté de jouer avec les mots et parfois c'est souvent ces petites phrases qui nous font des fois beaucoup plus comprendre que des grands discours qui soient spirituels ou philosophiques. C'est parfois une manière avec diversion ou avec de retourner une situation par les mots. Donc il y a une forme de poésie, mais une poésie qui se veut, je ne sais pas, dansante, légère. Euh, Même si je trouve aussi que l'ombre du Gémeaux, et on peut l'expérimenter actuellement, c'est trop d'informations. Et il y a tellement d'informations qu'il y a une sorte, des fois j'ai l'impression, d'une nébuleuse d'idées et mentales qui fait que ça nous déconnecte du corps finalement, ça nous déconnecte du ressenti. Euh, donc c'est remettre un petit peu comme la tête de l'hydre sous la pierre, comme dit Luc Bichet, c'est remettre des fois le mental à sa place avec le Gémeaux pour qu'il soit juste dans cette verticalité. Et c'est là où il peut
irradier, je trouve, dans toute sa splendeur et être ce messager du mouvement, en fait. Voilà, Alors, ce qui me vient. il y a cette diversité, cette multiplicité, et puis il y a aussi cette gémellité intrinsèque au signe du Gémeaux. On dit souvent que c'est un être double. Alors, c'est sans vraiment dire d'ailleurs quelle est cette double nature et pourquoi est-ce qu'il est double, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir parfois deux activités, deux identités. Il vient peut-être en contre-pied du Sagittaire qui nous propose une voie, un visage social. Et le Gémeaux montre qu'en chacun de nous, il y a un autre. C'est le mythe de Castor et de Pollux. Il y a celui qui est sur Terre et celui qui est au ciel, ou celui qui est sur Terre et celui qui est aux enfers. Et peut-être que c'est nous rappeler que en chacun de nous, nous avons un autre, nous avons un étranger, nous avons un frère, nous avons un démon parfois, auquel il faut laisser la place. Parce que le Gémeaux, c'est ce signe de fin de printemps, c'est cet adolescent qui est porté par cette lumière en quelque sorte divine et cet élan lumineux et où il touche voilà, avec avec un certain enthousiasme, une certaine illumination, et en même temps, il a ce double peut-être des profondeurs qui le ramène à sa condition terrestre. Et donc, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a du Gémeaux, il y a l'invitation à faire de la place pour cet autre qui se cache en nous. Et c'est peut-être ça aussi, ces concepts d'animus et d'anima, ce double féminin, ce double masculin que l'on abrite en nous, et accepter que nous puissions accueillir un étranger qui nous renvoie, quand on l'accueille, à une plus grande complétude, à quelque chose qui est androgyne. Voilà ce que je voulais dire pour le Gémeaux. Alors, on va aborder aujourd'hui un thème important, c'est le thème entrer dans l'illusion. Thème très mystérieux. Alors, est-ce qu'on met un point d'interrogation à la fin ou est-ce qu'on affirme entrer dans l'illusion, entrons dans l'illusion, peut-être. Et pour ça, on va introduire quelques aspects dont j'ai pu parler. Et puis d'abord, Jupiter en Poisson, c'est un grand moment. Jupiter fait une incursion en Poisson depuis le 14 mai. Et voilà. Et donc, je te laisse en parler, Caroline. Oui. Donc, Jupiter est entré en Poisson, oui, donc le 13 ou le 14 mai, hein, ça dépend quel fuseau horaire. Et il sera quelque temps, puisqu'il sera jusqu'au 28 juillet 2021 dans le signe du Poisson. Il reviendra le 29 décembre 2021 jusqu'au 10 mai 2022. Puis il reviendra aussi à la fin de 2022. Et c'est un moment important puisque Jupiter, hein, il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau le 21 décembre. Donc il y a quelque chose dans ce Jupiter en Poisson qui finalement, c'était une astrologue australienne que j'aime bien, Kelly Curtis, qui disait ça, que ce que nous propose Jupiter en Poisson, c'est d'envisionner un cycle qui va s'étendre sur 18-19 ans. Et il faut savoir que Jupiter, il est exalté dans le signe du Poisson. Pour les anciens, en fait, Jupiter a des qualités de chaud et de humide, et le Poisson est froid et humide. Et on pourrait dire que le Jupiter qu'on associe traditionnellement au Sagittaire, c'est ce Jupiter qui est plus dans l'expansion, qui est plus philosophique. Et un Jupiter en Poisson, il va nous amener, moi je trouve, en terre intérieure. Donc il va nous demander une expansion, je ne sais pas si on dit expandre en français, une expansion de nos territoires intérieurs. Et comme il amplifie tout ce qui touche, il va à la fois nous demander de travailler avec notre matière du monde émotionnel, en fait, hein, qui est propre à cette énergie du Poisson. Donc, il peut à la fois amplifier j'allais dire, notre sensation de connexion, notre sensation d'unité, notre sensation de partage. Et je trouve que c'est intéressant aussi, il y a quelque chose aussi de l'ordre, on ira peut-être de l'illusion des illusions, mais il y a peut-être aussi ce deuil propre au Poisson, ce deuil du paradis perdu, ce deuil d'une nostalgie. Hein. Et Jupiter, il a quand même cette capacité à toujours nous faire comprendre les choses. Donc, est-ce qu'il va nous aider à voir notre monde émotionnel différemment, à comprendre l'amplitude de notre sphère émotionnelle? Moi, je trouve que c'est toujours étonnant quand on demande comment ça va. On répond souvent oui, bien, mais en fait, finalement, il y a tellement de vocabulaire
au niveau de nos émotions, de nos sensations, mais on est souvent très limité à « je me sens un peu triste, je me sens un peu down ». Enfin, c'est quand même très limité, en fait, comment on se vit. Et je trouve qu'au niveau individuel, il peut aussi, dans sa lumière, on va dire, nous demander de connecter avec une pratique spirituelle, avec même quelque chose de l'ordre de la magie rituelle, avec j'allais dire autant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, autant je trouve que le Sagittaire va être dans cette quête plus philosophique, plus conceptuelle d'une spiritualité, autant on pourrait même parler de mysticisme dans un Jupiter en Poisson, dans une quête de transcendance, dans une quête de foi, hein, de foi, de tisser un lien justement avec ce monde intime, ce monde qui est parfois difficilement dissible, en fait. Et Jupiter peut nous amener un sens renouvelé aussi sur la manière dont on vit cette vie psychique, et on le verra sans doute tous les aspects, hein. Il fera aussi des aspects assez forts avec Neptune, il y aura un sextile aussi pendant son passage à Pluton, il y aura aussi un sextile à Uranus, donc il y a quand même, je crois que Neptune ce sera qu'en avril 2022, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le ça, 12, je crois. Le 12 avril 2022, il fera aussi en 2022, alors on aura le temps d'en parler, un aspect avec Vénus. Hein, il y aura Vénus en Poisson, donc il y a quelque chose comme ça, j'allais dire dans la beauté, ça peut être une sorte de foi renouvelée, de nouvelles visions, d'espérance, d'oser rêver peut-être là où on a eu dans une sorte de fracture dans notre monde, mais dans l'ombre, ça peut être aussi une confusion accentuée, hein, une confusion accentuée ou un fanatisme aussi accentué, un fanatisme qui va générer beaucoup de confusion autour de soi, hein. Un fanatisme ou ce côté un peu christique, hein, de vouloir aller sacrifier quelque chose au nom d'un idéal, de vouloir peut-être défendre jusqu'à la mort nos croyances, hein. Et il y a quelque chose aussi où je trouve que Jupiter en Poisson, ça peut être aussi une invitation, mais avec comment on va être un peu à la frontière de pas s'échapper du réel, mais aussi de se laisser, comme ils disent en anglais, wandering, hein, donc comment on se laisse un peu comme un flâneur, en fait. Ça m'évoque de flâner dans nos vies, de se laisser porter par quelque chose, en acceptant toujours, parce que c'est les poissons, moi je trouve beaucoup que les poissons, il y a un côté feu à brouillard, c'est-à-dire qu'on nous éclaire suffisamment les 100 prochains mètres, mais on ne nous montre jamais, on nous demande d'avoir la foi que le pont qu'on a à franchir, il y a la lumière, en fait. Et il y a quelque chose aussi qui était évoqué, c'est que souvent dans les traditions, je crois qu'on associe Zeus et Marduk, hein, qui doivent combattre le dragon, combattre donc ses forces, et après qu'il y a toujours un nouvel ordre, un nouvel ordre cosmique. Jupiter, il apporte, il réordonne quand même les choses au niveau collectif, hein. Donc ce sera intéressant, je trouve, de voir comment les notions de sacré, les notions de mysticisme, de transcendance prennent leur place. Alors peut-être qu'on le vivra plus au niveau individuel, je ne sais pas comment Jupiter en Poisson dans le collectif va se manifester, mais on devra aussi, comme on va toucher tout ce spectre des émotions, sans doute aussi accepter certaines qui sont moins confortables, en fait. Et donc c'est notre capacité, je trouve, à accueillir ce qui est et à aimer ce qui est, en fait, hein. Donc pour un côté plus pratique aussi, je trouve, et d'ailleurs c'est quelque chose moi que j'ai senti, tu sais, même, vous savez, dans même ma vie, quelque chose en lien d'un chemin initiatique, hein. Je crois qu'on en parlait, Thomas, d'un chemin initiatique en lien. Alors après, chacun selon votre thème, hein, il va y avoir la spécificité, mais il faut savoir que le poisson, il va toucher la croix mutable, donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge, hein, ça va sans doute être important pour les gens de ce signe, et pour les taureaux, les capricornes, il y a des sextiles, et tous les autres signes d'eau, c'est un trigone, donc il touche quand même beaucoup de signes par son passage. Et quelque chose que disait Démétra George, elle disait que Jupiter en Poisson, il nous libérait des entraves. Il nous libérait des entraves et des conditionnements. Peut-être que parce que justement, il y a cette énergie jupitérienne d'expansion, comme un peu cet océan où les vagues, on va nous amener des vagues pour peut-être
parfois la mer peut avoir cette violence, non, pour arracher aussi au sol, pour nous inviter à être remués. Et peut-être qu'il faudra apprivoiser nos états d'âme, pour ainsi dire, avec Jupiter, avec un nouveau sens, un sens renouvelé. Et je ne sais plus où j'ai pris cette citation, qui était en anglais, mais en la traduisant, c'était que s'inquiéter, c'était un mauvais usage de l'imagination. Et j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, Jupiter en Poisson, il peut nous proposer toujours, il va amplifier quelque part notre vision. Donc, est-ce qu'on va dans les eaux troubles ou les eaux infernales et donc on s'inquiète, ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas créer des brèches de possibles, des brèches de magie, des brèches de réenchantement? Il y a quelque chose de l'ordre du réenchantement, et c'est quand même un cycle de 20 ans, et je pense que le premier aperçu qu'on a, parce qu'il ne va pas dans beaucoup de degrés, je ne suis même pas sûre qu'il dépasse 3-4 degrés, il ne dépasse même pas 4 degrés. Oui, 3, je crois. Il dépasse même pas le 3 troisième. degrés. Il dépasse même pas le 3e, donc ce serait intéressant dans ce petit aperçu-là qu'on est en train de vivre. Je pense qu'on sème des graines de possibles qu'on pourra amplifier en 2022. Et peut-être aussi, dans un message d'espoir au niveau du collectif, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de potentiel. On disait que les gens qui étaient nés avec Jupiter en Poisson avaient ces potentiels de guérison. Et il y a notamment aussi beaucoup d'artistes, de chanteurs qui ont cette configuration-là. Et puis, il y a un autre aspect aussi de Jupiter en Poisson, moi je trouve, qui nous invite, c'est la générosité. La générosité, le partage. Ça peut sonner un peu, ça peut sonner sonar, c'est très espagnol. Ça peut faire un peu, tu sais, charité chrétienne, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la charité, d'aider son prochain, de partager depuis cette spontanéité, depuis cette envie quelque part on parlait du Gémeaux. Alors le Gémeaux, il peut nous permettre de nommer ce que Jupiter en Poisson a peut-être du mal à nommer, mais peut-être on a envie de tisser quelque chose de l'ordre du collectif. On a envie de se dire, mais c'est compliqué en ce moment ce qui se passe. Et ce qui s'est passé hier avec un ami, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, le monde. Il me fait, moi aussi le monde. Et puis ce matin, on s'est écrit et on s'est dit, allez, le monde, mais nous, on a envie de croire que les cœurs ouverts. Et en fait, c'est peut-être ça, en fait. Je me suis dit, c'est très Jupiter en Poisson. C'est quelqu'un à qui ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas parlé, qui est venu ramener des affaires pour ma fille. Il me disait, et je trouve qu'il y a, j'allais dire, ça touche, et à la fois, ça peut aussi nous toucher dans des émotions moins confortables, en fait. Et je pense qu'on explorera la partie par rapport au thème dans l'illusion, qui sera toujours un peu l'ombre de Jupiter en Poisson. On pourrait dire c'est le délire messianique. C'est moi, j'ai la vérité, je vais vous sauver. C'est un peu ce miracle de l'healing où je vais t'aligner ça, et attention, tout d'un coup, je vais résoudre toute ta vie. Mais ça, peut-être qu'on peut le garder dans notre partage. Mais ce qui est très, très beau, je trouve, c'est ce que tu dis en pleine saison des Gémeaux, parce que moi, les Gémeaux, ça me renvoie quand même toujours aux frères de cœur. Et donc, c'est comme relié aux mains, et les mains, elles relient au cœur. Et donc, je trouve que ces deux énergies, elles vont bien quand même ensemble. Elles nous disent aussi d'ouvrir nos cœurs à nos frères, quoi, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a une phrase de Paul Éluard, c'est on transforme sa main en la mettant dans une autre. Enfin, voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase, très belle. Ouais, c'est beau. Et donc, on va goûter, en fait, là, pendant 2 mois, on va goûter, en quelque sorte, à cette énergie de Jupiter en Poisson. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on va voir ce que ce Jupiter en Poisson nous apporte chacun dans nos vies, et ce qui va pouvoir se développer et prendre en expansion en 2022 derrière. La saison des éclipses qui s'ouvre aussi 2 fois par an, puisque le nœud nord est en Gémeaux. Et donc, nous avons une pleine lune le 26 mai et une nouvelle lune le 10 juin, Sophia. Oui, comme tu dis, on va entrer dans la période des éclipses parce que bien sûr, nous avons, comme tu dis, les nœuds lunaires dans cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire. Et les nœuds sont entrés dans cet axe l'année dernière, au mois de mai, d'ailleurs, et resteront encore jusqu'en janvier prochain.
Et bien sûr, les éclipses ont commencé aussi dans cet axe l'année dernière en juin. Depuis, nous en avons eu en juillet de l'année dernière, en novembre et décembre, donc l'année dernière. Et puis, donc là, on va avoir la pleine lune, éclipse lunaire à 5 degrés du Gémeaux. Donc, comme tu as dit, le 26 mai, pardon. Et puis, donc la nouvelle lune, ce sera à 19 degrés du Gémeaux. Et la dernière éclipse dans cet axe, ce sera à la fin de l'année en décembre. Et ça sera une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, ça va clôturer ce qui a commencé en mai 2020 et qui va donc se terminer en janvier 2021. Il y a toute cette période entre mai 2020 et janvier 2021. Et c'est intéressant de voir la totalité de cette période comme ça, de manière dézoomer un petit peu. Parce qu'en fait, je pense que c'est bien de sortir un peu du détail pour avoir une vision un tout petit peu plus globale. Et les éclipses sont toujours des moments qui sont quelque part imbibés d'une symbolique transformatrice très forte. Ils n'ont lieu dans le même axe que tous les 9 ans et puis tous les 18 ans, ils seront dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'aurons pas nous aurons le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire de nouveau qu'en 2039. Donc, autant dire que c'est important ce qui est en train de se jouer là depuis mai de l'année dernière. Et les éclipses sont donc des périodes de crise qui impliquent des débuts et des fins symboliques. Et une éclipse lunaire, comme ce sera le cas donc là, le 26 mai, implique que quelque chose arrive à sa fin, quelque chose lié au passé ou alors à ce qui aura été intériorisé, arrive à une fin de cycle émotionnel, parce qu'avant tout, bien sûr, nous sommes en train de parler d'un cycle lunaire de la Lune, et avant tout, ça commence par rapport dans le monde émotionnel. Et pour moi, une éclipse lunaire, parce qu'elle est aussi une pleine lune, toujours, invite à écouter notre part un peu lumineuse, qui a été enfuie, cachée. C'est peut-être parce que le moment pour voir non plus par la réflexion de l'autre ce que nous renvoie l'autre, ce que nous renvoie la lumière du soleil, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, mais c'est maintenant plutôt le moment pour voir à partir de notre propre regard par rapport à ce que l'on ressent vraiment, pour nous voir exactement comme nous sommes, à la fois individuellement et collectivement. Et cette lune éclipse aura lieu donc en Sagittaire, ce qui veut dire que la planète maîtresse de cette lune, voilà, comme on vient de dire, sera Jupiter. Et Jupiter vient donc d'entrer en Poisson pour les 2 mois, comme on vient de dire. Et donc, ça veut dire que Jupiter gouverne le nœud sud, la queue du dragon de cet axe des nœuds. Et donc, cette part qui est reliée au passé, à nos actions passées, à nos pensées, à nos vérités intérieures, qui continue à façonner le présent, voire aussi à façonner le futur, en fait. Donc, peut-être qu'il faut se questionner sur la place qu'on leur laisse aujourd'hui. Comment est-ce que ce passé est encore en train de vouloir transformer le présent et le futur? Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que ça ne l'est plus? Et aussi, qu'est-ce qui a changé depuis le printemps 2020? Pas mal de choses, comme on le sait. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de ce Jupiter qui se retrouve d'ailleurs, et c'est intéressant parce que là où il est au tout début du Poisson, il est carrément au mi-point, c'est-à-dire il est vraiment au milieu de l'opposition Soleil-Lune qui est en train d'avoir lieu donc en Gémeaux Sagittaire. Et donc, il y a vraiment une symbolique importante avec ça. Et si Jupiter nous donne cet aperçu, comme on le disait là, pendant 2 mois, de ce qu'il nous faudra peut-être dissoudre, mais aussi de ce qui va nous quitter ou finir par se terminer dans les semaines, dans les mois ou dans l'année à venir, parce qu'après, comme on le disait, ça continue l'année prochaine. D'un autre côté, Jupiter ici peut désigner aussi là où se trouve le nouveau type de croissance sur lequel il va nous falloir... dans lequel il va falloir s'engager, en fait. Là où il est.
Et au niveau personnel, on peut regarder dans le thème natal, dans un premier temps, là où se trouve le poisson dans votre thème, par maison, par les planètes qui y sont, les planètes, les angles, si vous en avez, bien sûr, en poisson, ou alors carrément dans toute la croix, la croix mutable, c'est-à-dire en Gémeaux, en Sagittaire, en Poisson, en Vierge. Toutes ces planètes-là, forcément, elles vont avoir un contact avec Jupiter, là maintenant, peut-être pas tout de suite, là au début, là, pendant les 2 premiers mois, mais l'année prochaine, très certainement, parce que Jupiter ensuite va vraiment faire la traversée des poissons. Donc, il y a quelque chose ici qui se joue entre jusqu'à fin juillet, on peut même dire peut-être tout l'été, en gros, et puis qui va continuer. Donc, c'est vrai que cette éclipse lunaire, dans cet axe du Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe de connaissance, un axe d'identification au monde par le savoir et la mise en expérience de ce savoir, par les échanges aussi qu'on peut avoir. Et comme cet axe, forcément, comme je vous le disais, touche aussi l'axe Vierge-Poisson, il nous faut certainement entrer à la fois dans le monde imaginal, peut-être aussi dans une certaine confusion, dans une certaine critique des choses qui sont en train de se développer, pour espérer arriver à une sorte d'aboutissement à la fin, à quelque chose. Le Sagittaire, parce qu'il abrite le nœud sud depuis le printemps 2020, représente en quelque sorte des vérités, des dogmes, des mythologies, des narratifs qui devront évoluer. Et c'est intéressant parce que les nœuds, en fait, quand ils transitent dans le thème, ils transitent non pas dans le même sens des planètes. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là maintenant, nous avons le nœud sud en Sagittaire, mais à partir de janvier 2021, le nœud sud, il va entrer dans le signe du Scorpion. Donc là, on va entrer véritablement dans le changement de ce qui est en train de se présenter à nous depuis l'année dernière. Et puis, c'est vrai que après, donc là, on va avoir après 15 jours vraiment de cette période entre les 2 éclipses. Et puis, c'est autour de la nouvelle lune éclipse, mais cette fois une éclipse solaire. Donc, c'est autour du nœud nord en Gémeaux. Et donc, ça sera ce signe-là qui va être mis en mouvement. Et donc, la planète maîtresse de ce signe, qui est la planète Mercure, qui sera en conjonction avec le Soleil et la Lune à ce moment-là, et dans son propre signe. Mais Mercure va être rétrograde à ce moment. Thomas va en parler de la rétrogradation après. Mais donc l'idée, ça veut dire que cette nouvelle lune éclipse solaire vient aussi donc nous proposer une phase de réévaluation avec ce Mercure qui sera donc en rétrogradation. Il va y avoir peut-être des questionnements liés à ce nouveau type de relation que l'on doit nouer avec nous-mêmes, avec les autres, avec tous les vivants. Qu'est-ce qu'il faut instaurer? Quel est ce nouveau langage? Et une éclipse solaire, pour moi, signifie le besoin d'écouter notre ombre, je pense, parce que nous ne pouvons plus nous détourner d'elle. Le soleil est éclipsé quelque part, donc on est obligé de voir notre propre ombre. Donc, c'est vrai que cette période-là de cette éclipse solaire, donc vers le 10 juin, oui, et donc ça sera peut-être une période qui viendra nous proposer des questionnements forts ou carrément des messages intérieurs, Mercure étant le messager des dieux, étant ce guide aussi de l'âme. Donc peut-être qu'il va y avoir des messages qui chercheront à se faire entendre à ce moment-là, ou alors on peut aussi être celui ou celle qui aura un message, une idée, quelque chose de cet ordre-là à développer ou à transmettre aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça sera une période de 15 jours assez riche à laquelle on va... Mais en tout cas que je vois, je ne sais pas si vous le voyez comme ça aussi, mais qui présente le démarrage de quelque chose qui ne pourra être que beaucoup plus clair après. Et même l'année prochaine, après la sortie des nœuds de cet axe en Gémeaux-Sagittaire.
Oui, c'est intéressant que tu parles de clarté, de ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, parce que le Gémeaux, c'est un signe qui justement cherche souvent à mentaliser. Et donc un Mercure en Gémeaux, on se dit qu'il va y avoir cette recherche de comprendre, de mentaliser, de mettre de l'ordre, de mettre chaque chose à sa place, D'étiqueter. d'organiser, Oui. de systématiser, peut-être dans une peur de ces énergies très poissons, parce qu'on Mm. a ce Jupiter en poisson qui est entré, on a Neptune en poisson qui va faire un carré exact, hein, avec Mercure au moment où il rentre dans la rétrogradation. Donc il va y avoir là, je crois, un conflit entre nos certitudes mentales, nos idées mentales, et entrer dans le silence, le non-savoir, ce qui cherche à naître. Je cherchais seulement à vivre ce qui cherchait à naître à l'intérieur de moi, et puisque si il y a une véritable mutation, on est dans un axe mutable, et au moment des éclipses, donc si véritablement mutation il y a, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse le mental, qui dépasse l'ego, et donc il faut accepter de mettre un peu en pause certaines fonctions pour laisser la place à d'autres, je crois. Et c'est intéressant que cette rétrogradation de Mercure accompagne les éclipses, hein, puisque Mercure entre rétrograde le 30 mai, donc dans la foulée vraiment de l'éclipse lunaire dont tu as parlé. Et donc traditionnellement, eh bien, Mercure va rétrograder pendant 3 semaines. On en a l'habitude, hein, la rétrogradation de Mercure, c'est 3 fois par an. Depuis le début d'année, là, c'est dans des signes d'air. Donc, on va avoir des rétrogradations de Mercure pendant 2 ans dans des signes d'air. Donc, ça, on en avait déjà parlé, mais ça amplifie à chaque fois les thématiques relationnelles, les thématiques intellectuelles, tout ce qui a trait en fait à l'air, donc aux idées, aux relations, etc. D'autant plus fort là, je crois, que Mercure est dans son propre signe. Donc, et c'est une rétrogradation vraiment importante, il me semble. Et puis, il se met en rétrogradation au moment où il rencontre Vénus. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Et je vais juste vous donner 2 dates, parce que la première date, c'est le 26 avril. C'était la dernière fois que Vénus et que Mercure se sont rencontrés. Et souvenez-vous, c'était au moment où ils ont rencontré aussi la planète Uranus. Quelque chose a pu être déclenché, une crise, une information a pu être reçue, il y avait quelque chose qui était latent et qui est descendu d'une problématique qui a trait au domaine Mercure-Vénus, relationnel, ou de la façon de rentrer en relation avec les autres, avec soi, à travers les idées, etc. Et donc là, il y a à nouveau cette rencontre qui se fait le 29 mai, à 24 degrés du Gémeaux, au carré de Neptune. Donc, il y avait quelque chose qui, en avril, était peut-être révélé, voilà, et qui, là, va devoir être dissous. Ou va devoir être transformé, va devoir être passé en quelque sorte à l'eau des poissons, et peut-être nous faire entrer dans une autre dynamique. Alors, un Mercure rétrograde, il n'est pas moins actif. Ce n'est pas qu'on met en pause totalement la tête. C'est juste qu'on entre dans une autre dynamique relationnelle. Et peut-être que, voilà, alors Mercure, c'est quand même la planète qui met en mouvement l'énergie solaire, qui la distribue. Il y a quelque chose qui est assez, qui est assez vertical. Et je crois qu'on pourrait dire qu'une rétrogradation de Mercure, ça ne doit pas nous inquiéter plus que ça. C'est simplement un moment pour réaligner son mental et sa conscience. C'est un moment pour régler des choses qui doivent être réglées. Quand Mercure entre en rétrogradation, il peut y avoir une problématique qui se présente, il peut y avoir un problème, quelque chose. Mercure est entré dans la zone d'ombre de rétrogradation le 15 mai. Il y a quelque chose qui a pu commencer à émerger. Et puis, au moment où il passe rétrograde, peut-être que le problème, la problématique devient un petit peu plus concrète, un petit peu plus palpable. Ça peut être parfois, on le dit, des problématiques informatiques. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est directement relié à ce que l'on peut avoir dans notre tête. Si par exemple, notre disque dur ou notre ordinateur
est surchargé, bah, ça peut être un moment où il faut faire un peu de place et du ménage. Et en faisant de la place dans notre ordinateur, on fait aussi un peu de place dans notre tête. Et donc ça, voilà, c'est une matérialisation en quelque sorte, une dégradation de cet archétype. Et puis, on a toujours à un moment une conjonction avec le Soleil. Et là, c'est à l'occasion de cette nouvelle lune dont tu as parlé, Sophia. Et donc, la conjonction avec le Soleil se fait le 11 juin, donc vraiment le lendemain de la nouvelle lune. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'au moment où Mercure retrouve le Soleil, il y a peut-être une solution qui est trouvée aussi à la problématique en question. Quelque chose qui va être ramené soit des profondeurs de l'être, et donc il y a quelque chose qui émerge et une solution que l'on trouve à l'intérieur de soi, ou là, dans ce signe aérien, quelque chose qui trouve résolution à travers l'échange. Ça peut aussi, on peut imaginer énormément de choses, mais avec ces aspects, on peut aussi imaginer une problématique relationnelle, quelqu'un qui revient, ou une solution qui nous est apportée par l'extérieur, par un partenaire, par un ami, pourquoi pas, ou par un frère dans ce signe du Gémeaux. Et puis après, bien, au moment où Mercure revient direct, donc ce sera le 23 juin, et bien c'est peut-être le moment, voilà, d'implémenter cette solution que l'on a pu trouver, ou cette issue favorable en quelque sorte. Donc je crois que ce n'est pas un moment qu'il faut dramatiser. C'est simplement, il faut être peut-être plus attentif, faire preuve d'un certain discernement aussi, avec toutes ces énergies poissons. On peut parfois être dans un certain emballement, et il va peut-être y avoir un emballement ici en France au niveau collectif, avec tout qui réouvre les magasins, la culture, etc. Et peut-être que ce Mercure rétrograde, il est teinté un peu d'un Mercure vierge. Donc, il nous demande simplement aussi de faire preuve d'un certain discernement, d'un certain jugement critique, là où on pourrait facilement s'embarquer dans des illusions. Et puis, et donc, il commence en carré à Neptune, et puis progressivement, il va raccrocher à la fin de la rétrogradation un trigone à Saturne. Et donc, il y a quelque chose qui, à la fin de la rétrogradation, sera certainement plus responsable, plus ancré dans notre temporalité. Saturne est rétrograde aussi. C'est un moment pour revoir les fondations, pour revoir les constructions collectives, les grands systèmes de nos vies. Et donc, voilà, je crois que c'est un mouvement qui nous permettra de faire ce juste retour à soi dans une temporalité qui est plus longue, et qui permettra d'ancrer de manière plus durable ce Jupiter en Poisson. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et puis donc, sans transition, et en lien avec tout ce qu'on a dit finalement, parce que regardez comme nous arrivons à relier tout ça d'une manière très très Gémeaux. Mais la thématique que l'on a choisie, c'est entrer dans l'illusion. Oui, entrer dans l'illusion. En fait, ça me fait toujours penser à... Enfin, toujours. D'ailleurs, je pense que ma tête en ce moment, depuis ces dernières semaines, elle est obnubilée par l'énergie de Jupiter en Poisson. Il y a un côté euphorique quand même dans cette énergie-là. Et en fait, ça me fait penser à toujours cette entrée dans l'illusion, entrer dans ces 2 mois de... Oui, il y a une très grande expectation, comment on dit, expectatif de ce qui... Attente, oui, voilà, de ce que cela pourra signifier aussi et donc, est-ce que, comme on le disait, est-ce que c'est une entrée, est-ce qu'on va entrer dans une sorte d'illusion, mais on sait aussi parfois que l'illusion est nécessaire. Oui. Et oui, parfois se perdre dans les eaux de Neptune, c'est ce qui permet aussi de renouer avec une certaine idée de la réalité à la fin. L'illusion peut aussi ouvrir des portes qui étaient autrefois fermées. Par contre, ce qui est compliqué ensuite, je pense, c'est d'essayer de ne pas s'endormir ou de se laisser anesthésier plus de temps que prévu, sous peine d'aller trop loin et de ne plus pouvoir revenir. Donc ça, c'est aussi cette euphorie de Jupiter en Poisson.
on peut se noyer dans ces eaux de Neptune quelque part aussi. Donc, mais en même temps, ce qui me permet peut-être d'avoir un petit peu plus d'espoir, un peu peut-être un peu saturnien aussi dans tout ça, c'est qu'il y aura en même temps la rétrogradation de Saturne. Et je trouve qu'une rétrogradation de Saturne, elle peut nous aider à développer ou en tout cas à retrouver une sorte de sagesse intérieure, de structure, de maîtrise individuelle pour arriver à traverser l'illusion sans se noyer justement. Mais c'est vrai que Jupiter en Poisson, l'illusion peut aussi être celle de penser que tout pourra se faire sans avoir à sacrifier quelque chose, comme tu parlais tout à l'heure de sacrifice, Caroline. Parce qu'avec l'archétype Poisson, on sait que pour faire vivre les idées, les idées d'union unificatrice du Poisson dans la matière, c'est-à-dire dans la Vierge en face, il y aura toujours un prix à payer. Donc la question est peut-être, est-ce qu'on est conscient de ça aussi? Est-ce qu'on est conscient de dans quoi on va aussi entrer? Et l'hubris de Jupiter va forcément passer par une dissolution en Poisson. Jupiter en Poisson me fait toujours d'ailleurs penser à deux archétypes, l'archétype du missionnaire et l'archétype du pèlerin. Et même s'ils ont une racine spirituelle commune, l'un cherche à convaincre les autres, tandis que l'autre cherche à se convaincre soi-même. Ce n'est pas la même approche, je trouve. Donc peut-être qu'il y a de ça ou il y aura de ça pour cette entrée, ou pas, dans l'illusion. Donc peut-être cherchons-nous à entrer dans un chemin déjà défini par d'autres et sûrement illusoire, ou est-ce qu'on va chercher notre propre chemin personnel qui pourra lui aussi être tout exactement illusoire aussi, mais qui à la fin nous remplira plus parce qu'il part d'un apprentissage et non pas d'une croyance unique, en fait. Il n'y a pas que la croyance ici, il y a la croyance et l'expérience personnelle qui donnera le ton. Donc, oui, voilà, c'est ma petite réflexion sur l'idée d'entrer dans l'illusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'évoque aussi, ça m'évoque l'importance peut-être qu'on oublie souvent des détours. Tu sais, c'est comme si entrer dans l'illusion des détours, de ce qui ne se passe pas comme prévu, je trouve qu'on est tellement... Les chemins de traverse, exactement. Moi, je trouve que des fois, ça m'angoisse un peu quand on me dit qu'on devrait savoir qu'est-ce qu'on veut, quel type de relation on veut. Et souvent, moi, ça me stresse vraiment. Je me dis, mais des fois, je me dis, et ça me fait du bien ce que tu dis, c'est je me dis, mais en fait, et même si on va dans quelque chose et on s'illusionne, et peut-être est-ce que les détours, je me rappelle plus jeune, j'écrivais beaucoup sur les détours, les errances, en fait, et je parlais de wandering ou de flâneur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sagesse justement dans le fait des fois un peu de flotter? Comme tu dis, le défi, c'est qu'il y a un timing. Hein, donc ce serait quand Jupiter rentre en bélier, c'est fini, quoi. Enfin, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a un timing. Jupiter en Poisson, voilà, vous avez 18 mois, les enfants, vous pouvez rêver. On peut y aller, ouais. C'est un peu comme et je crois que Alice, mais Alice au Pays des Merveilles a été écrit pendant Jupiter en Poisson, où il avait Lady Squirrel, Jupiter en Poisson. Oui. Et le magicien d'Oz aussi, je crois. Et hier, je regardais encore un film avec ma fille d'un manoir où les enfants avaient des sortes de trucs. Un film de Tim Burton, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est très Jupiter en Poisson, je n'avais pas fait le lien. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin justement de l'illusion, bien sûr. De l'illusion pour passer, comme dit Alice, de l'autre côté du miroir. Et que de l'autre côté du miroir, en habitant le monde des songes, le monde de l'illusion, le monde de la magie, le monde des relations un peu foireuses, peut-être, que justement dans cette... de l'autre côté, on trouve aussi quelque chose, en fait, comme Alice, finalement. On trouve un fil d'Ariane pour revenir. Oui, une partie de soi. Merci. Est-ce que la plus belle des illusions, c'est pas aussi de tomber amoureux, finalement? Parce que, mais c'est vrai, on tombe amoureux et là, il y a quelque chose qui nous transporte, qui nous traverse. On se sent élu, on se sent désigné, deux âmes qui sont là pour se rencontrer et pour s'aimer. Et sans ce fait de tomber amoureux l'un de l'autre, on n'aurait jamais été dans ces chemins de traverse, dans ces directions-là. On serait jamais
serait jamais parti sur un coup de tête en Grèce, faire un voyage en amoureux. Ces moments un peu hors du temps, en quelque sorte, mais qui nous remplissent énormément et qui nous relient à tout ce beau côté de l'illusion qui est ce contact avec la beauté, avec, d'une certaine manière, une belle œuvre d'art est une belle illusion, est une illusion bien faite. Que ce soit un morceau de musique, une œuvre plastique, il y a quelque chose qui nous met en relation avec une beauté extrême, presque divine. Voilà. Hors du temps, ouais. Oui, hors du temps. C'est ça, ouais. Et peut-être que justement, le défi, c'est de pouvoir incorporer cette illusion dans la matière, dans la temporalité, dans ce qui va être saturnien. Et on sait que toute belle rencontre et tout coup de foudre doit laisser place derrière au quotidien, à la rencontre de l'autre, rencontrer aussi la lune de l'autre, c'est-à-dire c'est ce que l'on a peut-être moins envie de voir, les défauts, comment est-ce que l'on va vivre cette relation. Et c'est-à-dire que lorsqu'on rentre de Grèce et qu'on a fait ce super week-end en amoureux, il va bien falloir vivre au quotidien, partager un quotidien avec l'être aimé. Et c'est là peut-être où la désillusion peut arriver, où on sort de l'illusion. Et sortir de l'illusion, ça peut être un peu douloureux parce que on est ramené à la réalité, on est ramené à notre condition de simple mortel, on est ramené à ce qu'est la vie, l'ombre et la lumière. On est ramené voilà, au fait qu'on ne puisse pas tout le temps être dans une espèce de transcendance lumineuse et joyeuse. Peut-être qu'il faut aimer oui. Peut-être qu'il faut aimer l'illusion, de la désillusion, je veux dire. Bah oui, et il y a quelque chose, pour faire le lien, qui est aussi mon coup de cœur, qui était Clément Rosset, qui est un philosophe. Je vais vous lire la citation, parce que je trouve qu'elle est bien. C'est « L'oubli des illusions ne peut être que favorable à l'éclosion de l'imagination, et le fait de s'illusionner ne peut être que contraire à la liberté de l'imagination, qui est un domaine qui n'entretient pas d'illusions. » Donc, c'est un peu compliqué ce philosophe, mais je vous le recommande. Il parle du réel et de son double, et il a aussi un livre sur la joie, hein, mais que finalement c'est aussi cette connaissance du réel et de son double qui nous permet aussi ensuite c'est la connaissance du pire qui permet pour lui l'expérience jubilatoire de la vie, en fait. C'est quoi son nom? Et voilà. Donc j'ai pas de. C'est Clément Rosset. Il y a plusieurs. Il y a Le réel et son double. Il a écrit pas mal, mais je crois qu'à un moment donné, c'était quand il y avait tous ces philosophes qui sont devenus célèbres aux États-Unis, tous les Deleuze, oui, je vois. Guattari. Il a été un peu éclipsé comme ça, mais il a quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, il a écrit Le réel et son double. Il y a aussi un livre sur l'illusion, je crois. Donc voilà, je les ai qu'en Kindle, donc c'est pour ça, hein, parce qu'au Guatemala, malheureusement, c'est un peu compliqué de recevoir des livres. Voilà. Ça me fait aussi penser à ces enfants qui tombent sur une maison en brioche, vous savez, avec des sucreries. Hansel et Gretel. Oui, Hansel et Gretel, je crois. Oui. En brioche, des sucreries partout, et qui rentrent dans la maison et qui tombent nez à nez avec une méchante sorcière. Oui. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que l'apparence elle est jolie, mais à l'intérieur il y a la méchante sorcière. Mais si on n'était pas rentré, on n'aurait jamais fait la connaissance de la méchante sorcière. Et peut-être que parfois il faut la rencontrer. Et parfois, si je dis ça, c'est que parfois le guide, celui qui nous initie sur un chemin, porte un masque en quelque sorte. Un joli masque qui nous renvoie peut-être notre propre image aussi, mais qui nous initie profondément. Donc c'est ce passage de l'autre côté du miroir, ce passage par le double, ce passage par l'illusion est profondément initiatique. Elle nous éveille à d'autres parts de nous, elle nous transforme profondément dans des lieux et des aspects de nous que l'on n'aurait jamais côtoyés s'il n'y avait pas eu cette illusion à la base. Et moi, ça me fait penser à la planète Pluton, qui est on dit, le maître ésotérique du signe des poissons. C'est-à-dire que finalement, dans ce signe des poissons,
Alors, il y a tout ce dont on a parlé, de ces énergies jupitériennes, etc. Mais je crois qu'il y a toujours... Alors, peut-être que la présence de Pluton est aussi liée au côté sacrifice, mais il y a toujours il y a toujours quelque chose de profondément transformateur là-dedans, et qu'il va bien falloir accueillir et par lequel il va bien falloir traverser. Ouais. Et puis, on terminera peut-être juste en disant qu'entrer dans l'illusion, ça peut aussi être au niveau collectif, hein, avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau collectif. Il y a un peu un certain emballement et une certaine idéalisation d'une sortie de crise, et qui peut-être va être confronté ensuite au retour de Jupiter en Verseau, qui va nous dire pas tout à fait comme ça, quoi, pas tout à fait que... Euh, voilà, avec Uranus en taureau, qui invite à repenser notre rapport à la Terre, à la matérialité, etc. On s'en sortira peut-être pas si facilement juste avec la technologie et une situation et une solution transcendante. Donc, donc l'illusion, c'est aussi celle qui nous embarque tous au niveau collectif. C'est-à-dire on s'illusionne en fait mutuellement. On part tous dans une... Et je crois que Jupiter en Poisson a cette vertu-là de pouvoir emporter les foules et le collectif en entier. Ça va être drôle quand Jupiter va il a été rentrer en aussi en bélier. 30... Ouais, et puis il n'était pas en 1939 aussi, en Poisson, quand ça a été la montée de tous les, justement, nazisme, peut-être. fascisme. Oui. Je crois que j'ai lu ça. C'était aussi la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. La dernière fois, c'était en 1856. Et c'était toute la période mystique du 19e. Donc oui, le très mémérisme, les trucs comme ça. Oui. Donc aussi, tous ces courants nouveaux qui arrivaient aussi. Oui, c'est le début de la théosophie, tout ça. Voilà. Ouais. Et ben, on souhaite vivre un nouveau moment comme ça. Enfin, nous, on serait ravis. Il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent du nouveau Messie ou de l'Antichrist. Hein. Enfin, dans certaines choses, on pourrait aussi relier ça à Jupiter en Poisson. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et certainement qu'on va en entendre... Mais ça peut aussi être celui qui se prétend sauveur ou qui vient sauver une démocratie ou qui... Donc, c'est aussi la porte ouverte peut-être à tous les totalitarismes. Et c'est pour ça que peut-être Pluton aussi est maître ésotérique de ce signe des Poissons. Mais c'est l'idée aussi de Neptune, d'une certaine manière. Neptune, c'est celui qui provoque des tremblements de terre, c'est des tsunamis, c'est pas juste le côté un peu flou et confus neptunien, mais il y a aussi beaucoup de rage dans l'énergie neptunienne, poisson, enfin de l'eau, de cette eau-là aussi quand elle va dans un extrême. Et Jupiter, on sait que c'est aussi cette planète qui nous met au contact des extrêmes aussi. Donc voilà, c'est toute la difficulté de se laisser anesthésier par quelque chose qui promet de faire oublier la souffrance, et puis ensuite de se réveiller et de se dire « Ah, c'était pas exactement ça, ou alors ça a demandé trop, et comment est-ce que je vais faire maintenant pour me débarrasser de ça ?» Bien sûr, il y a tout ça aussi, voilà. À la fois au niveau collectif et au niveau individuel. Plus subtilement ou de manière très claire. Après, tout dépend de nos vies au niveau individuel, mais c'est vrai qu'au niveau collectif, il y aura forcément une partie de ça. On contacte toutes les parties des archétypes, tout ce qui compose un archétype. Donc forcément, on va contacter, c'est à la fois le côté illusoire enchanté et le côté illusoire déception et tout ça. Et vous pouvez évidemment regarder dans quelle maison astrologique est-ce que les poissons sont, comme tu as pu dire, Sophia, pour affiner un petit peu cette analyse et puis voir dans quel axe peut-être ça se joue pour vous au niveau de votre vie. On passe à nos coups de cœur ? Oui. Alors, Caroline, on a déjà entendu le tien. Est-ce que tu veux juste rappeler peut-être le titre et le nom ? C'est Clément Rosset. Le réel et son double. Le réel et son double. Ensuite, Sophia, peut-être ? Alors, je vais rester dans la thématique Mercure. Les métamorphoses d'Hermès. Waouh.
Mmh. J'adore. Petit livre, mais alors très petit. Ah oui, il est petit. À peine une 60aine de pages, mais alors qu'est-ce qu'il est riche. Il parle vraiment de tous les... Enfin, il donne une introduction pour entrer dans toutes les facettes de Mercure, en fait. Mercure, Hermès, l'Égyptien, Hermès, le grec, avec le côté psychopompe, messager, Hermès trismégiste, donc avec l'Égypte. Enfin, il y a tout ça. Et je vous lis juste la quatrième de couverture qui dit Hermès, dieu des commerçants et des voleurs, porté par ses sandales ailées, certes, mais Hermès est bien davantage que cela. Messager des dieux, il est aussi le porteur d'un savoir divin que des générations d'interprètes ont tenté d'approcher, mais cette connaissance n'est-elle pas hermétique? À date plus récente, la philosophie a fait grand usage de l'herméneutique, science de l'interprétation. Rémy Soulier restitue ici la complexité de l'une des figures majeures du panthéon européen. Hermès, nous dit-il, apparaît aux moments cruciaux de l'histoire, à l'heure où l'on a besoin d'un sens. Donc c'est maintenant. Et ce sera formidable pour accompagner la rétrogradation de Mercure. Oui, et puis je veux dire, pour tous les étudiants en astrologie, aller au-delà de uniquement le côté intellectuel d'Hermès et développer l'archétype de Mercure, Hermès. Hein. Donc, les métamorphoses d'Hermès de Rémy Soulier. Et pour finir, un roman initiatique, Démian de Hermann Hesse, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la littérature et c'est, je crois, mon livre préféré au monde. Un livre qui, pour moi, est extrêmement Gémeaux. Moi, j'y vois vraiment l'archétype du Gémeaux très, très fort et celui du Cancer aussi. Mais ça va très, très bien pour cette saison des Gémeaux. C'est un roman initiatique où un jeune garçon, Émile Sinclair, va d'abord rencontrer un double de l'ombre, en quelque sorte, avant de rencontrer ce Démian, qui est un peu comme un daimon, finalement, chez les Grecs ou dans la psychologie jungienne, un guide, un initiateur qui va lui faire découvrir le chemin de son âme, en quelque sorte, au fil des expériences. Et je vais vous lire un petit extrait qui, je crois, conclura très bien tout ce que l'on a pu dire. Je ne puis me nommer un initié, j'ai été un chercheur, je le suis encore, mais je ne cherche plus dans les astres et dans les livres. Je commence à entendre ce qui bruit dans mon propre sang. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même, chacun cependant tend à le devenir. L'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il peut. Chacun porte en soi jusqu'à sa fin les restes de sa naissance, les dépouilles, les membranes d'un monde primitif. Beaucoup ne deviennent jamais des hommes, mais demeurent grenouilles, lézards ou fourmis. Tel n'est humain que dans sa partie supérieure, et poisson en bas. Mais chacun de nous est un essai de la nature dont le but est l'homme. À nous tous, les origines, les mères sont communes. Tous, nous sortons du même sein, mais chacun de nous tend à émerger des ténèbres et aspire au but qui lui est propre. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres, mais personne n'est expliqué que par soi-même. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est Démian de Hermann Hesse et que je conseille vivement la lecture à chacun de vous. On termine peut-être avec notre actualité du moment. C'est un petit rendez-vous où l'on peut un petit peu parler chacun de ce que l'on vit et de ce que l'on propose voilà, à vous qui nous écoutez et puis à nos communautés. Qui souhaite commencer? Je peux juste dire que puisque c'est la rétrogradation de Mercure, j'ai un programme pour travailler pendant les rétrogradations de Mercure, toutes les rétrogradations, pas uniquement celle-ci, puisque c'est un travail aussi à la fois personnel et puis avec l'archétype de Mercure dans les éléments. Voilà, donc disponible sur mon site internet astrologie et créativité-holistique.com. Et moi, pendant ces dernières semaines, j'ai travaillé sur un cours, sur une série de conférences sur le signe du Gémeaux, l'archétype du Gémeaux, sur le thème du double essentiel. J'ai voulu vraiment aller dans les profondeurs de ce qu'est le
le signe du Gémeaux, faire un petit peu comme une archéologie, aller visiter les mythes, les histoires et tout ce que l'on peut dire de cet archétype du Gémeaux et du double essentiel. Et donc, je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, une série de webinaires conférences la semaine du 14 au 20 juin. Vous avez le lien en description de cet épisode. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire et voilà, pour avoir plus d'informations. Et toi, Caroline? Moi, non, juste mes séances, comme D'accord. d'habitude. Et peut-être en septembre aussi, je vais lancer une formation, mais c'est un peu trop tôt peut-être pour en parler. Et on retrouve de toute manière toutes vos informations à toutes les deux sur vos 2 sites internet respectifs. Et puis, vous êtes également sur Instagram. On peut le dire et le rappeler. Eh bien, merci à tous. On a également, hein, pour ceux qui sont toujours intéressés, un compte, un espace sur Tipeee où l'on poste une fois par semaine et où on vous propose de prolonger, hein, la réflexion sur les énergies du moment. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour quelques euros par mois. Vous accédez, hein, à notre espace et vous avez toutes les informations et, voilà, et des posts que nous rédigeons et qui peuvent être précieux pour dive in, pour rentrer en profondeur dans ces énergies du moment. Laissez-nous un commentaire, un j'aime, 5 étoiles. Je ne sais pas ce qu'il y a sur votre plateforme d'écoute, mais ça nous permet en tout cas de nous faire connaître et de continuer à populariser ce rendez-vous mensuel. À très bientôt les amis. Ah, merci.